à tous et bienvenue pour ce 196e numéro d'Orge Capital, l'émission qui débriefe l'actualité du PSG et aussi ses matchs. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, c'est la rencontre qu'il y a eu hier en fin d'après-midi entre le Paris Saint-Germain et Brest, 17h au Parc des Princes. Mais avant de développer ce podcast et tous les thèmes qui vont avec, je vous présente mes deux acolytes du jour. Tout d'abord, le retour du globe-trotter, Nicolas Puravo. Salut Nico, qui revient de Thaïlande. C'est ça, Nico, hein? Ouais, la Thaïlande. Salut à tous, salut Mousse, salut Yas. Ouais, je suis de retour à Paris là. Je sais pas combien de temps, mais profitez. Je vais essayer de faire un max de podcasts pour faire mon quota annuel et puis après je repars. Donc je suis OK pour toutes les prochaines émissions là. Vous pouvez compter sur moi, même sur des podcasts d'autres clubs. Quand ça m'appelle, je suis dispo pour plein de trucs là. Allez-y, hein. Profitez. J'ai reçu des messages, voire des menaces, concernant tes absences, Nico, et en me disant c'est pas normal, comment tu peux laisser ça. On a l'impression que votre podcast est devenu le PSG sous Pochettino, C'est beaucoup de ça. choses, etc. Voilà, moi je transmets le message, Nico, donc à l'avenir, essaye d'être un peu plus présent, mon ami. J'ai déjà répondu à pas mal de gens. J'ai donné mon salaire chez vous et donc ils ont compris tout de suite. Ils ont dit que j'avais le droit de partir quand je voulais en fait. Ah, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que moi je ne dis jamais rien, Nico. T'as remarqué que rien. J'apprécie. Je t'en prie, Nico. Et puis mon deuxième acolyte, c'est coach Yacine, qui était au Parc des Princes, pour ParisUnited.fr, hein. Tu étais en tribune presse, Yacine. Salut Yass, comment ça va? Salut à tous, bah ça va, merci. Ouais, t'as vu un super match hier, tu t'es éclaté. J'ai eu des moments de retour vers le futur. J'étais revenu à l'époque de Pochettino et ouais, je vais te dire que ça me manque pas, quoi. Les conférences de presse, ça se passe un peu mieux, Yass. Ah ouais, non, c'est autre chose, c'est autre chose. Déjà, il répond aux questions, il parle football. Voilà, après, toutes les questions sont pas forcément intéressantes parce que des fois, on insiste sur des trucs, voilà, mais au moins, il répond et comme j'avais dit dans un podcast que j'avais fait quand j'étais à Vancouver, j'étais pas pour son arrivée. Et je précise bien que les papiers des matchs, je les écris avant. Parce que, en fait, il y a certaines analyses, je suis trop proche de lui et ça commence vraiment à me faire peur. J'étais pas fan, et là. C'est la même corporation, c'est la corporation des coachs. Donc il y a quelque chose. Bah, toi, j'ai été de la même corporation que certains coachs avant et on pensait pas du tout pareil. Il aura fallu que ce soit un Marseillais pour que tu te rapproches du coach du PSG. Bravo Yacine, bravo pour l'ouverture d'esprit. Messieurs, on va parler du match, je le disais, qui a eu lieu hier entre le Paris Saint-Germain et Brest. Victoire 1-0, but de Neymar. Un peu comme d'habitude, je commence avec toi. Allez, Nico, parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Un peu comme d'habitude, Nico. Alors, juste avant, oui, pardon, je vais quand même rappeler la composition, parce qu'il y a eu deux changements cette fois-ci. Alors, on pensait qu'il y aurait eu un plus gros turnover. Finalement, non. Il a remplacé le capitaine Marquinhos par Danilo et Nuno Mendes par Juan Bernat. Sinon, pour le reste, c'est exactement la même chose, même système, 3-4-3. Et je le disais, Nico, il y a toujours avec ce PSG, alors c'est vrai que c'est un match post-Ligue des Champions, donc peut-être un peu plus en gestion, mais il y a toujours cette entame de match qui est un peu difficile, où on va dire, où ça s'observe. Et puis après, ils mettent la première et ça va un peu mieux. Globalement, sur le match, avant d'entrer dans le détail, on s'est un peu ennuyé, Nico, hein. Attends, donc on récompense les absents. C'est-à-dire que quand tu es absent, on te donne la parole en premier. D'accord. Encore une fois, il y a Non, mais ok. C'est normal. Attends, en plus, je me fais gazer par un mec qui vient de partir au Canada pour la deuxième fois de l'année, quand même, quoi. Formidable. Le problème, c'est que Nicolas, il a l'image de Neymar. Il a ses fanboys. Et quand il n'est pas là, moi, je me fous la gueule. Donc, moi, je ne veux pas d'histoire avec ces mecs-là. Parce que le chemin du roi de Neymar, c'est aussi le chemin du roi, vu que Nicolas est versaillais. Le prince. Donc, C'est le chemin du prince, d'ailleurs, si vous voulez lancer un hashtag. Je l'ai lancé, pour l'instant, il n'a pas trop pris, mais. Esquire, si vous voulez bien vous donner la peine. Bah écoute, je sais pas si c'est un. Je pense pas que ce soit un match où le PSG a du mal à se lancer. Je crois que c'est juste un match où le PSG n'a pas envie de se lancer, tout simplement, hein. C'est un match de gestion entre deux journées de Ligue des Champions. Ils sont très clairement voilà, sur la gestion, sur l'économie d'effort. C'est un peu frustrant parce que ça va un petit peu à l'encontre des principes que Galtier nous vend depuis le début de la saison.
Ça fait en plus, là, je trouve 2-3 matchs où on commence à retrouver par moments des bribes de l'ère Pochettino et c'est pas forcément une grande nouvelle. Mais voilà, c'est un match de Ligue 1 où ils savent qu'ils ont beaucoup de marge et où ils font pas spécialement de gros efforts physiques pour mettre de l'intensité dans ce match, ce qui fait qu'à l'arrivée, c'est une rencontre qui se dispute sur un rythme un petit peu bizarre, en plus avec beaucoup de coups de sifflet de l'arbitre, j'ai trouvé, qui a pas non plus beaucoup aidé au rythme de la rencontre. Et à l'arrivée, ouais, c'était pas le match de l'année, ça c'est sûr. C'était même pas le match du mois de septembre. Et je dirais même que c'est peut-être ouais, peut-être pas le plus mauvais, mais le plus ennuyeux en tout cas dans le scénario, dans la manière, dans la marge qu'ils ont. Voilà, c'était un match ouais, un peu ennuyeux malgré tout. Ouais, c'est ça, Yacine. Hein, c'est pas le meilleur match du PSG depuis le début de saison. Est-ce qu'on peut même dire que c'est peut-être le moins bon? Mais Paris a été en gestion. Paris n'a pas été mis en danger spécialement. C'est vrai qu'il y a une action en début de match avec un centre pour une tête de Slimani qui est un peu juste. Mais en dehors de ça, c'est vrai que Brest n'a pas été très très dangereux. Et on a plus vu peut-être un PSG qui a jaugé l'adversaire et finalement n'a pas pris beaucoup de risques. Ouais, bah, je crois qu'ils étaient en économie d'énergie, mais en fait, c'est à force de parler d'écologie, tout ça, mais ils n'ont pas compris que c'était pas eux qui, c'était pas eux le problème, c'est plus ce qu'il y a autour. Bref. Non, mais en fait, il y a deux quand même, il y a quand même deux périodes dans ce match. Alors, il y a le début de match, et en fait, alors, Nico a sûrement raison de dire qu'ils étaient partis dans un match tranquille. Il y a aussi, de toute façon, quand tu enchaînes les matchs, on sait que les 10-15 premières minutes, c'est toujours difficile de te remettre dedans. Euh, Parce que voilà, l'enchaînement des matchs, c'est comme ça. Et en plus, comme l'équipe tourne très peu, bon, moi, je m'attendais à 10-15 premières minutes pas terribles et ça a été le cas. Après, ils ont accéléré un peu. Il y a des situations, tu as l'occasion de mener quand même au moins 2-0 à la pause. Parce que tu as l'occasion de Messi, tu as la frappe d'Mbappé, tu as l'occasion de la frappe de Messi que Mbappé détourne. Voilà. Le Après, Neymar ressent au premier but, l'action qu'il y a juste avant, où il est lancé par Messi aussi et il croise un peu trop sa frappe. voilà. Donc, tu as l'occasion quand même de mener. Après, en deuxième période, tu as, 10 minutes où tu pousses encore un peu. Tu as notamment cette frappe complètement ratée d'Mbappé. Euh, et l'action derrière était très belle. Et après tu as 20 minutes où. Alors, oui, Brest n'est pas dangereux au point de voir un Donnarumma qui fait des sauvetages de fou, mais ils ont quand même beaucoup le ballon. Ils ont quand même des situations qui sont pas forcément bien gérées, parce que ça reste Brest, mais ils ont quand même. Voilà, ils t'ont posé des problèmes. Et je vais pas dire que c'est inquiétant, parce que ça reste un match de championnat, c'est compliqué. Mais c'est là aussi où on va revenir, je pense, après, un peu plus en profondeur sur la gestion de l'effectif de Galtier. Parce que si tu as besoin de rebooster un peu l'équipe, de redynamiser tout ça, bah, il y a soit l'équipe de départ, soit le coaching en cours de match. Et là, le coaching, il arrive tardivement. Alors, il a expliqué certaines choses en conférence de presse. Euh, Ouais, on va revenir sur le voilà. coaching. Et donc, lui aussi a remarqué qu'il y a eu ces 20-25 minutes où voilà, tu n'étais quand même pas bien. Et tu gagnes Et 1-0. même qu'il a senti son équipe un peu moins investie qu'à l'accoutumée. C'est vrai que d'habitude, depuis le début de saison, même s'il y a des entames de match un peu. Voilà, on sent qu'ils ont du mal un peu à rentrer dedans, mais c'est vrai qu'une fois passé les 10-15 premières minutes, en général, jusqu'au bout, voilà, il y a du mouvement, il y a de la vitesse, il y a du jeu. Peut-être qu'on a senti. Alors, c'est vrai que c'est un match entre deux matchs de Ligue 2, un match de championnat, pardon, entre deux matchs de Ligue des Champions. Même si le prochain adversaire, le Maccabi Haïfa, c'est le plus faible du groupe. C'est peut-être aussi pour ça, Nico, qu'il a peut-être pas fait tourner aussi. Hein, peut-être aussi pour que surtout pour les trois de devant, parce qu'on imaginait aussi qu'il y aurait un coaching sur les trois de devant. C'est peut-être aussi pour ça que dans le 11, on retrouve Neymar, Messi et Mbappé, Nico. Les trois de devant, ça va souvent être un coaching diplomatique, je pense. Ça va être compliqué à gérer. De toute manière, Galtier, pour l'instant, il essaye de s'attirer le moindre de problèmes possible avec les trois. Déjà, il arrive à les sortir et à peu près à gérer ça en cours de match, c'est déjà pas mal. Après, c'est sûr que si tu fais pas débuter un Messi ou un Neymar, tu sais que tu peux avoir des soucis. Mais c'est là où je trouve un petit peu dommage, c'est que sur un match comme ça, si tu veux vraiment imprimer à ce PSG une patte un peu, c'est ce qu'on attend tous quelque part, hein, ce que fait le Bayern, voilà, une patte un peu rouleau compresseur. Des matchs comme ça en début de saison, on les a vus contre Clermont, on a vu à Lille, voilà, c'est des matchs que tu peux gagner, que tu dois même gagner 4, 5, 6-0.
tu dois proposer plus et si tu veux enclencher cette dynamique et que ça devienne une routine au club, soit tu es capable de le faire avec ton équipe type et dans ce cas-là, bah, tu assumes de les remettre encore et puis bah, tu sais qu'ils vont te faire ce que tu demandes. Soit tu veux un peu les préserver ou tu sens qu'il y a un peu de relâchement par rapport à ça. Dans ce cas-là, c'est là où la rotation doit être un peu plus importante. Etiquité par exemple, tu vois, je peux juste parler de lui. Tu peux imaginer qu'en mettant ou Sarabia, voilà, tu peux imaginer qu'en débutant avec des garçons comme ça, tu vas avoir justement ce surplus d'énergie, d'envie, de pressing. Là, cette équipe-là, elle est ultra. Enfin, le visage de cette équipe, pour moi, il est complètement dépendant des trois de devant, quoi. Les trois de devant, quand ils sont en mode ultra motivés, on cavale dans tous les sens, et ben, ils font monter le bloc avec eux au contre-pressing, et puis tu as toute la machine qui s'enclenche. Et puis quand les trois de devant, ils sont en mode un peu comme l'an dernier, où on laisse les mecs défendre, on attend qu'ils nous filent le ballon après, et puis on sait qu'on fera des différences. Ben, tu te retrouves avec cette équipe un peu coupée en deux et qui a du mal justement à avancer en bloc et aller chercher les ballons plus haut. Et c'est un peu dommage, je trouve, parce que Galtier, ce qu'il a réussi à faire dans les premières semaines, je trouve qu'il est un petit peu en train de le perdre là depuis, je vous dis, depuis 2-3 matchs. Et paradoxalement, on l'a même vu contre la Juve. Voilà, en Ligue des Champions, tu fais une deuxième mi-temps où tu te retrouves encore à faire de la gestion. C'est un petit peu bizarre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce match, il a été un petit peu ennuyeux à regarder. Puis même ennuyeux quand on fait un petit peu le bilan. Je trouve que c'est pas inquiétant parce que tu sais que cette équipe, elle est capable de hausser son niveau de jeu et d'intensité à tout moment. Mais voilà, je trouve que les grandes idées de Galtier de ce qu'on a du mois de juillet, du mois d'août, on est en train un petit peu de les perdre en septembre. Et faudrait pas que ça dure trop longtemps, je trouve. Parler du Bayern, Nico, il me semble qu'il reste sur 3 matchs nuls consécutifs. Si je ne dis pas de bêtises, hein. Ils ont un peu de mal. Enfin, ils ont démarré en trombe et ça fait 3 matchs où c'est un peu plus compliqué. Bon, ça reste quand même ça reste le Bayern Munich. D'ailleurs, il y a une superbe affiche entre le Bayern et le Barça cette semaine. Tu ne pourras Pour pas la entrer dans- regarder par contre, c'est mercredi. Oui, non, oui, c'est. Parce qu'on Ah non, peut parce que penser que mercredi, il y a Marseille qui joue. Donc, moi, je peux pas regarder un autre match que Marseille en Ligue des Champions, hein. Je veux pas mercredi, passer. il y a surtout Paris qui joue mercredi, mon ami, hein. Non, on joue mercredi, nous. Alors, c'est mardi le Bayern. Ouais, c'est mardi Marseille. Et... Ah, bah voilà. Enfin, en tout cas, c'est pas le bon jour. C'est pour ça que j'avais un doute. Donc, tu pourras regarder Barça-Bayern. Je sais que tu es un grand fan du Barça, Nico. Euh, Pour entrer dans le détail du match, je voudrais qu'on parle tout de suite de Presnel Kimpembe, messieurs. Presnel Kimpembe qui ne fait pas un mauvais match. Attends, juste 2 secondes. Parce qu'en fait, vous avez parlé de la gestion de Galtier. Et en fait, Galtier, il a expliqué quelque chose en conférence de presse là-dessus. En fait, il explique qu'il s'est posé la question et qu'il avait 2 options. La première, c'était de faire de nombreux changements au départ. Et la deuxième, c'était de garder une grosse ossature avec les 2 changements qu'il a fait, là, Bernat et Danilo. Et en fait, il explique déjà que, par exemple, Verratti était prévu de ne pas démarrer. Mais que Renato forfait la veille du match, bah, il a décidé de mettre Verratti parce que Fabian Ruiz avait 0 minute avec l'équipe depuis son arrivée. Donc, il ne se voyait pas le lancer d'entrée comme ça, même face à main. Alors, petite question pour toi, Yacine, avant que tu finisses du milieu de terrain. Est-ce que selon toi, face à une équipe comme Brest, est-ce qu'on aurait pu tenter le jeune Zahir Emery? Question, hein. Alors, oui, bien sûr. Après, justement, le problème de ça, là, de Zahir Emery, de Fabian Ruiz avec 0 minute, en fait, et ce que disait Nico, c'est pour ça en plus je voulais rebondir là-dessus, c'est que Galtier, il est un peu pris au piège de ses déclarations. Parce que c'est facile au début de l'année de venir et de dire voilà comment ça va se passer, c'est le collectif, les mecs devront accepter. Mais en vérité, la réalité après, c'est pas la même. Hier, quand il sort Neymar et Mbappé en même temps, en fait, il sort Neymar et Mbappé parce que diplomatiquement, ça passera mieux. S'il en sort un des deux, Neymar, il aurait fait la gueule en disant bah, ok, maintenant c'est carrément je sors souvent, je suis remplaçant le match d'avant, etc. Et Mbappé, il aurait fait la gueule. Donc en fait, en sortant les deux, en gros, tu envoies le message de bah voilà, c'est à égalité, je fais ce choix-là. Donc déjà, c'est diplomatique, même si c'est déjà tard dans la rencontre. Donc la deuxième option, c'est celle qu'il a choisie, c'était de faire un minimum de rotation. Et ce qu'il explique, hein, c'est pas moi qui le dis, ce qu'il explique en conférence de presse, c'est de dire genre, le scénario que j'avais imaginé, c'est qu'on mette une grosse pression, qu'on fasse la différence très vite et que je puisse coacher plus tôt. Résultat, à la Non. 70e,
Et donc, Yacine, imaginons que les occasions, elles auraient été concrétisées par Messi, Neymar et Mbappé. Il y a 3-0 à la mi-temps. On aurait pu imaginer, par exemple, en deuxième mi-temps, directement, on change une partie de l'équipe. C'est ça que Ou peut-être tu entends. ou peut-être autour de la 60e, mais pas la 75e. En tout cas, ça, c'est son discours. Et moi, j'avais déjà expliqué que, évidemment, qu'il y a ces deux options-là. Le problème, en fait, c'est quand tu t'es pris au piège de quoi? En fait, quand tu n'as que 1-0 contre Brest, tout Galtier qu'il est avec ses beaux discours, en fait, il est pris aussi entre le fait de dire si je sors à la 65e, tu vois, Verratti sort à la 60e. Je sors Verratti, Mbappé et Neymar à la 60e. On fait un partout. Mais on va me tomber dessus. En gros, tu n'as pas fait la diff, tu as sorti 2 des 3 offensifs. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le PSG, c'est ça le problème. En fait, il faudrait presque que le coach, il arrive à se placer au-dessus de tout, c'est-à-dire les critiques, l'environnement. Mais en fait, c'est impossible. Il est toujours pris là-dedans. La preuve, hier, Messi ne fait pas une bonne deuxième mi-temps et il va jusqu'au bout du match. Parce que Galtier ou pas Galtier, nouvelles idées ou pas nouvelles idées, à un moment donné, Messi, c'est Messi. Voilà, donc tu es obligé de le laisser. Et en plus, là, tu ne pouvais pas sortir les 3 d'un coup parce que ça faisait peut-être beaucoup. Donc, il y a tout ça. Et cette gestion, il l'explique. Et à demi-mot, dans la conf de presse, il reconnaît. En gros, je suis un peu piégé, mais pas pour l'instant, il n'a pas dit par rapport au statut, mais plus par rapport au score. Voilà. Comme tu l'as dit, s'il y a 3-0, je peux me permettre. Je sais que le match est plié. Je peux donner du temps de jeu à Fabian Ruiz, avec Kitike, etc. Et ça va être un problème. Parce que en même temps que tu ne gères pas ça, si tu ne donnes pas de temps de jeu à Fabian Ruiz, ou 30 minutes là, si tu ne donnes pas de temps de jeu avec Kitike, parce que j'ai vu, moi, des gens qui critiquaient et critiquaient. Alors, effectivement, il n'a pas fait une super rentrée, etc. Malgré tout, le mec, il en est à 35 minutes de jeu depuis le début de saison. Vous vous attendez quoi? Enfin, je veux dire, tu peux pas demander à un mec d'être. Des rentrées qui sont très courtes, finalement, à Et base de voilà. 10, 15 minutes. Et effectivement, souvent, le score est. Lui, quand il est rentré, généralement, le score était déjà plié, par Voilà. exemple. Je ne sais pas si on le cherchait forcément quand il était là. Et du coup, c'est vrai qu'il est critiqué parce que les gens pensent qu'il n'a pas le niveau pour jouer au PSG, mais en 35 minutes, tu ne peux pas prouver grand-chose. C'est très, très Et voilà. compliqué. Donc, en fait, le problème, c'est que c'est le revers de la médaille. Si tu leur donnes pas de temps de jeu, quand tu vas les faire rentrer, ils vont pas être dans les automatismes, ils vont manquer de rythme. Et donc après, tu vas te dire, s'ils manquent de rythme, je peux pas les mettre. Donc en fait, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que tu les mets pas, mais en même temps, tu peux plus les mettre parce ils manquent de rythme. Donc là, il va falloir qu'il fasse des choix. Et son coaching, il doit être beaucoup plus tôt quand même. Tu vois, Zahir Emery, peut-être que Vitinha, moi, je l'ai senti en deuxième mi-temps, je trouve qu'il était fatigué. Voilà. J'ai ça, Yas, mais il était. Enfin, j'ai même pas vérifié. En fait, je ne sais même plus s'il était sur le banc, sur la feuille de Si, il était match. sur le banc, il était sur le banc. Donc ça va, j'ai pas dit de bêtises. Non, mais après, au-delà de ça, moi, ce que j'espérais, alors peut-être que ça arrivera, mais encore une fois, c'est très compliqué. Mais Galtier, il est aussi dans son droit de dire aujourd'hui à la 50e ou 55e, bon bah, les 3 de devant, ils mettent pas l'intensité que j'attends du pressing. Allez, j'en sors 2. Hmm. J'en sors 2 et puis ouais, le score il est pas appliqué, on est en danger, mais moi je demande quelque chose qui n'est pas appliqué, bah j'en sors 2, tu vois. Bon, on sait qu'il ne le fera pas. Enfin, voilà, on s'en rend compte, c'est impossible de faire ça. Mais, euh, mais voilà, il va falloir, je pense, s'habituer au fait d'avoir une équipe qui est, encore une fois, le visage de cette équipe va dépendre des 3 de devant quand ils sont alignés ensemble, quoi. S'ils se mettent en mode Pochettino, on aura ce qu'on a vu hier. Et puis s'ils se mettent en mode Galtier, on aura ce qu'on avait vu à Lille ou contre Clermont, par exemple. Voilà. Ça, à mon avis, ça va se résumer à ça cette saison. Après, moi, je trouve quand même que malgré tout, sur le coaching, enfin, même si c'est diplomatique, etc., il les sort tout de même. C'est-à-dire que l'année dernière, ça, on le voyait jamais. Rappelez-vous, la seule fois où Pochettino sort Messi, il y a le goal, il y a eu des gros plans sur la tête de Messi qui grimaçait parce qu'il n'était pas content. Et puis depuis, plus jamais il l'avait sorti. Là, au moins, il les sort. Et en plus, il y a son côté diplomatique, je suis assez d'accord avec Yacine parce que, en plus, Neymar marque un but. Mbappé n'en marque pas. Neymar, je crois, oui, il est devant avec 8 buts au classement des buteurs quand on sait l'importance des stats pour Mbappé. Donc, parce qu'Mbappé aussi n'était pas très content. Je pense que ça ne le dérange pas de sortir Mbappé quand il a marqué. Quand il n'a pas marqué, c'est un peu plus compliqué. Après, il y a la qualité de passe de Messi qui fait que tu es obligé en fait, de laisser. Enfin, moi, j'aurais plutôt laissé Neymar que Messi, parce qu'il fait encore un très bon match. Neymar, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'on peut passer au cas Kimpembe, monsieur? Tu l'as dit, Yacine, dans ton papier, hein, Kimpembe, jusqu'à l'heure de jeu,
c'est plutôt bien. Hein. Dans la défense à 3, Danilo fait son match, Ramos est plutôt correct. Il y a une chose chez Kimpembe, et puis vous réagirez tous les deux, c'est qu'il a tendance parfois à faire le mauvais geste, et surtout dans la surface de réparation. Il y a un excellent trade de notre ami Paris Stade Germain qui nous file les stats pour les podcasts. Allez voir son trade sur Twitter où il a listé tous les matchs où Kimpembe a provoqué un penalty, et c'est souvent des penaltys très très cons. Hein. Non, je crois qu'il fait même mieux, c'est qu'il liste les erreurs quand il est capitaine. C'est ça. Exactement, tu as tout à fait raison de préciser, parce qu'effectivement, à l'absence de Marquinhos, étant vice-capitaine, c'est lui qui avait le brassard. Mais au-delà du penalty, que moi je trouve sévère, alors je ne sais pas, moi je trouve un peu sévère le penalty, vous me direz, messieurs, je crois que Nico, j'ai vu ton. Je pense qu'on est d'accord. Toi, tu étais au parc, tu étais très très bien placé, Yas, tu nous diras ce que tu en penses. Mais il y a aussi l'action qui aurait dû, logiquement, amener le carton rouge à la fin, parce que le tacle, il lui prend la jambe, il lui prend tout. Et en plus, en se relevant, il y a cette mini-altercation avec l'arbitre, ou en tout cas, il repousse le bras de l'arbitre qui essaye de le calmer. C'est souvent le côté mental, j'ai l'impression, Yacine, chez Presnel Kimpembe, qui n'est pas un mauvais défenseur, hein, et même un bon défenseur, on va dire. J'ai l'impression que le côté mental, parfois, il y a les fils qui se touchent à l'intérieur et il pète des câbles facilement, l'ami Presnel, Yes. Ouais. Alors, déjà, j'ai fait un tweet hier en expliquant que c'est pas pour défendre Kimpembe, mais c'est qu'évidemment, quand tu n'as pas fait la différence, tu t'exposes à ce genre de geste. Alors, encore une fois, c'est pas une défense de Kimpembe, mais en gros, ça veut dire quoi? Il n'y a que 1-0, et ce dernier ballon, en fait, il est obligé d'aller le jouer ou de le défendre vraiment, parce que, bah oui, s'il y a un contre et qu'il y a un 1, c'est un mauvais résultat. S'il y a 3-0, peut-être qu'il ne fait pas ce tacle-là. Et j'explique pourquoi. Oui, évidemment que Kimpembe a déjà disjoncté comme ça dans des matchs. Mais regardez souvent, c'est aussi souvent en rapport avec le résultat. Il disjoncte pas quand Paris mène 4-0. Il disjoncte quand les matchs sont serrés, quand il y a de la tension, quand le résultat ne tourne pas en sa faveur, par exemple à Leipzig, le fameux tacle. Et le problème de Kimpembe, c'est que, pour moi, pourquoi c'est un vrai problème, c'est que quand il disjoncte, en fait, tu as l'impression qu'il s'autodétruit. C'est-à-dire qu'à Leipzig, et dans certains matchs, quand ça manque d'intensité devant, au lieu de péter un plomb, entre guillemets, sur les autres, tu vois, de pousser un coup de gueule, etc., tu as l'impression que lui, il s'autodétruit. Genre, à Leipzig, quand il fait la grosse faute, c'est en gros, vas-y, j'en ai marre, je mets un tac de ouf, je vais prendre rouge et c'est réglé. Mais en fait, c'est toi que tu détruis. Et hier, c'est pareil, quand il met le dernier tacle, c'est de l'autodestruction. Ça veut dire qu'au lieu de gueuler sur les autres, replacez-vous, faites les efforts. En gros, il dit, vas-y, c'est quoi, vous me saoulez. Je vais envoyer un tacle et il se passera ce qui se passera. Voilà. Et en fait, c'est pas normal. Yacine de Kimpembe, c'est le même qu'on avait vu à Leipzig. Hein. Tu as raison. Et oui. Et c'est ça le problème. C'est que tu peux craquer devant. Ça rappelle aussi Gay face à City. Tu vois, il prend le rouge et il sort et il dit ouais, on se fait tourner. Mais en fait, vous faites tourner, mais c'est pas à toi de craquer, de faire la faute pour prendre un rouge. Mais pousse un coup de gueule sur tes partenaires, recadre des gens, mais ne va pas toi te détruire sous prétexte que les autres ne font pas les efforts. Tu vois? Donc, ça, c'est un vrai problème. Et en plus, évidemment, son geste sur l'arbitre. Bon, on va pas se mentir, déjà, tu fais ça en amateur, c'est chaud. Là, tu le fais à la télé. Déjà, tu devais prendre un deuxième jaune sur le tacle. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est pas terrible. Il ne doit pas faire ça parce que même s'il est énervé à ce moment-là, à un moment donné, tu dois quand même avoir un peu de contrôle. Et en plus, il est capitaine. Et en plus, il est capitaine. C'est pas possible. Il se pénalise lui, mais il pénalise surtout l'équipe. C'est surtout ça. C'est-à-dire que déjà, tu as de la chance. Tu te relèves, il n'y a pas de carton jaune. Et le canard, il baisse la tête. Merci, monsieur l'arbitre. Cire-lui les pompes et va te replacer, hein, mon ami. Hein. Donc là, ouais, c'était un peu limite. Et avant de donner la parole à Nico, sur le penalty, pour toi, il y a penalty ou moi, franchement, comme ça ne peut pas siffler? J'ai revu les images et pour moi, en fait, il n'y a pas de faute. Voilà, il n'y a pas d'accrochage. Il y a les deux qui poussent un peu avec les bras, mais il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas de tirage de maillot, il n'y a même pas de prise d'appui de Kimpembe. Tu vois, des fois, le défenseur, il met un peu le bras sur l'attaquant et tout. Il n'y a pas tout ça. Et en bas, alors peut-être que j'ai pas eu la bonne version, mais en bas, je vois rien non plus. Voilà. Et moi, dans la course, quand tu le vois, j'ai l'impression que le Brestois, il attend que ça. C'est-à-dire que dès qu'il est au contact, on le sent qu'il est en train de s'écrouler tout doucement. Bon, voilà, après, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que les ralentis,
Ouais, dès qu'il y a un demi-contact, voilà, avec la VAR, bah ouais, tout de suite, ça paraît impressionnant. Donc, voilà, c'est bidon. De toute façon, Nicolas, voilà, l'international algérien Slimani a raté son penalty, donc c'est pas très grave. Je précise qu'il est algérien quand même pour voilà. Je rigole, C'est gratuit, mais c'est grave. en plus, on en a parlé souvent, tu sais que j'aime bien Slimani. Il est un peu ouf, mais j'aime bien Slimani. Nico, sur Prestel, tu es d'accord avec Yacine sur le côté un peu mental, où il arrive souvent de craquer bêtement lorsque le score n'est pas complètement acquis, voire quand Paris est sous pression, ce qui n'était pas vraiment le cas en plus hier quand il fait la faute. Enfin, j'ai pas l'impression. Alors déjà hier, le Paris n'est malgré tout pas sous pression, effectivement. Je pense qu'il faut le préciser, puisque même à 1-0, on peut pas dire que c'était des vagues sur la cage de Donnarumma. Ça restait quand même un match maîtrisé. Après, Kimpembe, c'est le Titi parisien, il a l'ADN du PSG. Tout le monde n'arrête pas de nous répéter ça. Bah, l'ADN du PSG, c'est aussi de ne pas avoir de mental quand ça se complique, quoi. Donc, aucune surprise par rapport à ça, quoi. Et Kimpembe, il a été. Bon, alors, il jouait pas à Barcelone en 2017 et ça va manquer à son CV, mais il était là contre Manchester, il était là à Madrid. Il sera là la prochaine, rassurez-vous, il sera aussi titulaire sur le prochain match où on va commencer à partir dans tous les sens mentalement. Donc, évidemment que c'est un problème pour lui. C'est un problème pour lui, mais après, ce genre d'action, c'est souvent une erreur de concentration, un placement un petit peu aléatoire, un peu de retard sur son intervention. Et puis, bah, comme il veut compenser en mettant beaucoup d'intensité, c'est vrai que Kimpembe, quand il se lance comme ça sur des tacles, bah, voilà, c'est un beau bébé. Donc, forcément, ça emmène tout. Hier, je pense que, honnêtement, le tacle qu'il fait, il y a carton rouge direct. Moi, je suis pas choqué, franchement. Alors déjà qu'il échappe en plus de ça, il échappe au deuxième jaune, c'est juste incroyable. Après, avec l'arbitre, ouais, bon, l'arbitre, lui dit, t'as vu, l'arbitre s'accroche à lui en fait. C'est l'arbitre qui lui tire le maillot. Mm. L'arbitre lui tire le maillot et ça l'énerve parce qu'il est blessé déjà, Kimpembe, il sait qu'il doit Mm. sortir, il est blessé à la cuisse. Du coup, tout ça, ça s'est accumulé, il est énervé et c'est vrai qu'il est à deux doigts d'en coller une à l'arbitre. Il va falloir qu'il apprenne à se maîtriser, hein, mais dans les stats intéressantes, tu te rends compte qu'il a été capitaine 22 fois avec le PSG en Ligue 1. Et sur les 22 fois où il est capitaine du PSG, il a perdu 7 matchs. C'est énorme. C'est énorme. Donc peut-être que quand il a le brassard, il se met en plus une pression supplémentaire, ou alors il n'arrive pas à se canaliser sur juste la gestion de son match en tant que défenseur, et le rôle de capitaine vient un petit peu interférer là-dedans. Mais cette défaite sur 22 capitanats, c'est. Il ne faut plus lui donner, je pense, moi, hein. Ouais, une défaite sur 3 matchs, ouais, c'est ça, une défaite C'est sur énorme. Pour un club comme le PSG, c'est énorme. En Bien Ligue sûr. 1, hein. Parce que si à contrario, tu prends celle de Marquinhos, à mon avis, le ratio est moindre. Après, voilà, comme tu dis, hein, c'est peut-être la pression du brassard. Un mot sur Donnarumma quand même, voilà, qui n'a pas été très top, on va dire, mardi face à la Juve, qui se rattrape hier face à Slimani avec l'arrêt du penalty. Selon toi, Yacine, c'est Slimani qui le tire mal, qui prend peu d'élan, où vraiment Donnarumma fait un super arrêt, parce que moi j'ai lu ici et là que c'était un arrêt difficile à effectuer malgré tout. Bah, en fait, je pense que le truc, c'est qu'il n'est pas super bien tiré le penalty, mais il n'est pas mal tiré non plus. C'est-à-dire qu'il est quand même plutôt proche du poteau. Voilà, après, je pense que la lecture, elle est facile parce que Slimani, il a une position de corps où tu sens qu'il va ouvrir son pied. Par contre, la longe de Donnarumma, elle est énorme. Franchement, ah ouais, c'est un truc de fou parce que tu vois déjà, quand tu le vois, tu sais, un peu les bras écartés au début, là, tu te dis, ouais, il prend de la place et quand il y va, bon, il va loin très vite, quoi. Donc voilà, et d'ailleurs, je crois qu'il a arrêté la moitié des pénaltys depuis qu'il est au PSG. 2 sur 4. Euh, Ouais, c'est ça. Et même, rappelez-vous, à l'Euro et tout, voilà, c'est une de ses spécialités aussi, justement parce qu'il prend de la place et qu'il a une grande envergure. Donc, du coup, voilà. Mais hier, je l'ai trouvé malgré tout bon. Il a fait une ou deux sorties sur des coups de pied arrêtés, sur des centres. Voilà, il n'a pas essayé de bloquer le ballon, il a plutôt essayé de boxer. Mais à la limite, pourquoi pas, hein. De toute façon, du moment qu'il est dessus, au moins, c'est mieux que mardi. Donc voilà, moi je l'ai trouvé bon. Voilà, le penalty en fait, ça vient un peu.
en plus, parce que bon, c'est très bien que les pénalty, voilà, mais globalement, je l'ai trouvé aussi bon sur ce match-là. Donc, il faut le noter aussi parce que sur les matchs précédents, il nous avait un peu fait peur. Voilà, Ouais, je dis pas qu'il m'a rassuré. ouais. Il n'a pas été non plus harcelé par les attaquants brestois, hein. Et ce qu'il avait à faire, il l'a bien fait. Donc voilà. Il n'a pas fait de bourde, il n'a pas fait de sortie hasardeuse. Ouais. Pas bien. Un mot pareil, Nico, et après j'ai une petite info à vous donner concernant Kimpembe. Écoute, Nico, sur Donnarumma ou non Bah non, ça tout dit. Le penalty il fait un très bel arrêt. Après, comme effectivement, il n'est pas non plus sursollicité sur ce match, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, c'est le jeu au pied où il m'inquiète un peu plus, quoi. Mais là, hier, pour le coup, il a pas pris de risque. Il a été plutôt sobre. Après, moi, bon, je ne suis pas spécialiste des gardiens et de leur mental, mais je pense qu'il a aussi besoin de digérer peut-être la présence encore de Navas cette saison, qui n'était pas forcément prévue cet été dans sa tête. Et le fait que Galtier répète plusieurs fois depuis le début de la saison que c'est Donnarumma le numéro un, qui ne changera pas de hiérarchie comme ça juste à cause d'une erreur et qu'il fonctionnera comme ça jusqu'au bout de la saison. Je pense que ça va dans le sens où on va essayer de le mettre vraiment en confiance, Donnarumma, parce que dès qu'il va, dès qu'il va avoir ce relâchement, et je pense qu'il va avoir des prestations qui seront meilleures. Donc, c'est plus mental que ça. Donc, j'espère du coup que c'est pas Kipembe qui s'occupe de lui à ce niveau-là. Et puis, et puis voilà. Mais non, hier il fait son match. Mais bon, encore une fois, hier c'était un match tranquille pour Paris, hein. C'était un petit Brest en face, hein. Il n'y avait pas non plus. C'était un tout petit Paris contre un petit Brest. Donc bon, voilà, Donnarumma a fait ce qu'il avait à faire, comme a dit très bien Yacine. c'était une petite pâtisserie, un petit Paris-Brest. Voilà. Exact. Moi, oui, j'avais juste une petite info qu'on m'a donnée ce matin. Il faudra qu'on creuse un peu, mais je pense que c'est assez logique. Il faut d'abord savoir que Campos n'était pas un grand fan de Presnel Kimpembe, hein, dès qu'il arrive au PSG. C'est pour ça qu'on a aussi entendu des rumeurs de départ sur Kimpembe. Et il semblerait qu'il est possible qu'en janvier, Luis Campos peut-être s'intéresse de plus près, voire fasse une offre pour le jeune défenseur du Sporting Portugal. Alors, j'ai oublié son nom. Alors, c'est Inacio, tu vas me dire tout de suite, Yas. Euh, L'axe gauche du Sporting Lisbonne, c'est Ignacio. Attends. J'ai oublié le nom. Il fait J'avais genre, noté. il réfléchit, mais il fait Google, hein. Je précise pour les gens qui Non, regardent. j'ai dit, attends. Non, mais je Ah, précise pour. Il y a des gens qui vont dire, oh là là, Yacine, c'est un puits de sens, il Ah non, réfléchit. non, Non, mais non, on va se c'est calmer. Google, hein, je précise, hein. bon, défenseur très prometteur, il paraît. Moi, je le connais pas, mais je pense que peut-être que Ils Yacine. étaient, ils étaient déjà dessus cet été, non? Son nom a circulé, mais sans plus. Il a une option d'achat à 45 millions d'euros, il me semble, au Sporting Portugal. Et Gonzalo Ignacio, voilà. voilà, c'est ça, Gonzalo Ignacio. Voilà, c'est ça. Donc, il se dit que Luis Campos pourrait faire une offre dès cet hiver, même si je ne pense pas que le Sporting, puisqu'il est titulaire indiscutable, il me semble, là-bas. Donc, je pense que ça va être un peu difficile pour cet hiver. Et on sait aussi que Paris espère aussi faire peut-être signer Skriniar dès janvier. Alors, il ne pourra pas venir, évidemment, dès le mois de janvier, mais il pourra signer libre ou s'engager avec le PSG pour la saison prochaine. Donc, Gonzalo Inacio, retenez bien ce nom, allez voir un peu ce qu'il donne sur YouTube. Et on verra pendant le mercato hivernal si ça se confirme. Un mot aussi, messieurs, quand on est sur la défense, le soldat Danilo, Nicolas, quand on fait appel à lui en général, que ce soit au milieu, en défense centrale, il répond toujours présent. Encore une bonne partie, une bonne prestation hier pour le défenseur portugais. Qu'est-ce que tu penses de Danilo déjà depuis le début de saison, comme on t'a pas eu, il fait beaucoup d'apparitions. Quand il y a des turnovers, en général, c'est lui qui rentre, soit au milieu ou derrière. C'est une belle surprise cette saison, Danilo. Et même en fin de saison dernière, c'était déjà pas mal, Nico. Mais ouais, j'allais te le dire, il fait une bonne saison l'an dernier. C'est un joueur de devoir, Danilo, qui, encore une fois, alors, on s'est souvent moqué de lui, et surtout Yacine, sur sa technique. C'est vrai, Mais bien, Nico. C'est surtout ouais, ouais, Yacine. je me dédouane, et je te dédouane aussi, Mousse. On sait qui est-ce qui s'est moqué de lui. Mais évidemment que Danilo ne te fera jamais des dingueries, enfin, des dingueries, s'il en fait justement des fois, mais il ne te fera jamais rêver balle au pied. Voilà, on l'a tous compris. Mais il faut aussi des joueurs comme Danilo, et je trouve que c'est un mec qui n'a pas d'état d'âme, c'est un mec qui fait ce qu'on lui demande, qui est polyvalent, qui t'apporte malgré tout aussi des choses que tu n'as pas forcément ailleurs.
parce que Danilo, c'est un grand bonhomme, qu'il en impose dans les airs. Moi, je trouve qu'il est assez intéressant dans ce qu'on lui demande de faire. Dans ce poste, par contre, de défense centrale, dans les petits matchs comme hier, je pense qu'effectivement, euh, ça passe. Maintenant, la même défense qu'hier face à des Lewandowski, des Benzema, je suis déjà un peu moins convaincu que Danilo nous rassure autant, mais j'ai quand même l'impression que par rapport en plus à l'effectif que Galtier a cette saison, que Danilo, ça va être son poste de défenseur central et qui va rentrer dans cette rotation-là avec les blessures, les suspensions, les méformes. Il faut s'habituer à le voir là parce qu'à mon avis, ça va être le poste où il va s'installer cette saison. Enfin, en revenant, je t'ai entendu parler de face à des attaquants un peu plus solides ou des meilleurs attaquants qu'en Ligue 1. Tu parlais par exemple de Lewandowski. Moi, je trouve que Danilo, avec sa taille aussi, il peut être utile dans la surface. Oui, sur le côté, non, mais sur le côté aérien, ce que je disais, côté aérien, physique, tout ça, oui. Après, il a des fois, je trouve, des placements qui sont vraiment bizarres, des positions de corps, des anticipations. Enfin voilà, tu sens que c'est quand même pas son poste malgré tout, même s'il est assez polyvalent et qu'il est capable d'y jouer. Mais c'est pour ça que je te disais, contre des attaquants très intelligents, dans des mouvements qui vont aller chercher des espaces et puis qui vont surtout plus vite que lui. Bon, encore une fois, là, ça reste Danilo. Mais on va le voir parce qu'il va jouer en Ligue des Champions. Je pense qu'on va on va le voir jouer en défense centrale. Il va jouer dans les trois. Il va jouer dans les trois mardi contre Haïfa, a priori. Il y a peut-être la possibilité de voir peut-être Ah, aussi. Mukiele? Mukiele, peut-être. Pareil, il y a sur Danilo, hier, son match très correct, comme d'habitude, comme depuis le début de saison, quand on fait appel à lui, Yacine. Ouais, comme depuis février. Ton mea culpa sur Danilo d'ailleurs, et j'ai- présente des excuses à la communauté portugaise avant de développer ton point. Merci bien. Alors, si vous m'écoutez, je l'ai déjà fait la semaine dernière où il y a 15 jours. Donc, on va se calmer sur les mea culpa. Euh, non, mais en fait, on l'avait dit, tu te rappelles, quand il y a eu les premières listes de pseudo possibles transferts, voilà, on avait dit que nous, en tout cas, il ne faisait pas partie des premiers qu'on laisserait partir parce que tu as besoin de joueurs comme ça, avec ses défauts, mais aussi ses qualités. Et ses qualités, c'est effectivement de répondre présent, de tout donner. Tu le fais rentrer 8 minutes ou tu le mets titulaire, bah, son attitude, c'est la même. Je rappelle qu'année dernière, on l'a même vu pousser 2-3 coups de gueule sur les attaquants qui ne revenaient pas défendre. Euh, voilà, c'est un bon gars, c'est un mec que, enfin, tu peux pas avoir que des stars dans une équipe, que des joueurs de ballon, que des mecs à 12 millions d'euros par an. Donc, bah ouais, c'est aussi ce qui fait un collectif. Et quand tu as besoin t'as besoin de ce genre de joueur, parce que lui aussi, il a cette polyvalence, c'est-à-dire que là, il peut jouer derrière. Demain, tu as deux blessés au milieu. Parce que je rappelle que Renato, c'est sa première, donc là, on est parti, je pense, sur l'autoroute. Et du coup, bah, si tu as un problème au milieu, Danilo, il peut aussi dépanner avec Verratti. Donc voilà, il rassemble un peu toutes les cases, justement, de ces joueurs qui doivent en fait compléter l'effectif comme a le PSG, avec beaucoup de grosses stars, entre guillemets. Puis après, des joueurs de collectif qui sont capables de. J'ai même pas envie de dire d'être des soldats parce que ce serait trop réducteur, mais d'être dans l'esprit d'un joueur de foot qui joue dans un club et voilà, qui se plie à ce que demande le coach. Donc voilà, mais hier, moi, je l'ai trouvé. Alors, c'est vrai que si le niveau s'élève, il faudra peut-être voir. Même si le match aller contre le Real, où il alterne un peu entre cette position d'axe droit et milieu, il avait été très bon. Euh, Moi, j'ai trouvé qu'hier, sa lecture du jeu, elle était bonne. Par contre, il a un vrai problème de coordination. Et c'est pour ça que ça m'a fait rire ce qu'a dit Nico, parce que moi aussi, je remarque des fois, tu as l'impression qu'il voit bien le jeu, mais en fait, son corps, il y a un truc qui va pas dans la... Tu vois, à un moment donné, il tente une interception sur Slimani. Il veut faire, le ballon arrive et il veut relancer en une touche. Il rate un peu sa passe. Tu sens que ses jambes, c'est pas, bon, c'est pas la fluidité, quoi. Mais voilà, il a fait le job et hier, il a encore tenu. Il a même fait une montée en deuxième mi-temps. Il prend un ballon, il traverse le terrain, il pousse jusqu'au bout. On s'est dit, Ah, Yacine, je ne sais plus quel match, là. En début de saison, il l'avait déjà fait. j'étais revenu à l'époque de Sami Traoré. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'as des joueurs comme ça, en fait. Mais alors après, il est grand aussi, hein, mais t'as des joueurs, t'as un peu l'impression qu'ils sont dyslexiques au niveau des jambes, quoi. C'est vrai qu'ils ils sont pas coordonnés. Tu sens que voilà,
il n'y a pas eu la coordination qui s'est faite correctement. Et des fois, c'est vrai que ça donne des scènes un peu étranges. Mais moi, ce que j'apprécie au-delà de ça, comme tu en as un peu parlé, c'est cette faculté aussi à. Toi, tu as des soldats, effectivement, dans des clubs où tu as des mecs qui sont un peu effacés, qui savent qu'ils ont un statut inférieur à d'autres et qui, du coup, vont rester un peu à leur place, un peu même de manière un peu discrète, ils vont pas trop oser se mettre en avant. Danilo, c'est pas du tout ça, hein. C'est un mec qui a un vrai statut de par son parcours, son statut d'international. Et effectivement, c'est un mec qui a déjà gueulé sur Neymar, qui a déjà gueulé sur Messi, et qui est lui vraiment pour le coup complètement dans l'idée de Galtier, à savoir du prisme du collectif. Et lui, quand il a besoin de dire des choses, il le dit. Et il y a, je sais plus qui c'était, qui avait même, je crois que c'était Julien Froment d'Europe 1 à l'époque, qui maintenant doit être sur France Bleu, C'est ça. journaliste, qui disait qu'à un moment, je crois qu'il avait dit et pourquoi pas un jour Danilo capitaine. Alors tout le monde avait rigolé et s'était foutu de sa gueule. Faut que j'avais retrouvé son tweet parce que d'ailleurs je suis même sûr qu'il doit y avoir une réponse de Yacine qui disait mais ça n'était pas bien ou je sais pas quoi, je suis sûr. Non. Mais du coup, c'est vrai que ouais, voilà, il y a vraiment cet état d'esprit qui est assez intéressant parce que lui, il est vraiment porté sur le collectif. Donc voilà, bon, j'aurais jamais un maillot dédicacé de Danilo ou floqué à son nom, je vous le cache pas, mais c'est un joueur qui peut être très utile dans une saison et qui sera appelé à dépanner. Et surtout là, encore une fois, je te dis, Kimpembe, là, ça va être, il va manquer, je pense, au moins 4-5 matchs, donc on va le revoir Danilo dans ce poste-là. Tiens, en parlant de maillot, vite fait, je l'ai trouvé moins horrible que je pensais, le maillot, de l'équipement blanc. Quand je l'ai vu les photos qui étaient sorties fin août, là, je me disais, ah ouais, quand même, il est pas beau. Et finalement, porté hier dans l'équipement et tout, je ne l'ai pas trouvé si moche que ça. Alors, c'est pas non plus un maillot que je vais acheter, mais voilà. Mais je trouve le bleu un peu électrique, en fait. Je trouve le bleu un peu flashy, moi. Je sais pas, le bleu sur le maillot, là, avec le Oui, oui, rouge. mais je trouve Ouais. qu'il faisait moins moche que la première fois qu'on l'a vu sur les réseaux en photo, quoi. Oui, après, ouais. En général, Faudrait c'est des que, pas, donc c'est pas. faudrait que Mousse il le mette parce que Mousse il gratte tous les maillots au PSG, il Oui, les c'est reçoit vrai. tous. Donc tu l'as pas reçu celui-là encore? Non, mais on m'a envoyé le domicile. Ah bah voilà. Je n'ai même pas encore enlevé l'étiquette, je ne l'ai jamais porté. Il est avec les autres des années précédentes, tu vois. Moi, je n'achète pas de maillot. On me les offre. Veux-tu que je te dise? Je prends, mon ami, je prends. Et d'ailleurs, un message à mes amis portugais, hein. On sait qu'il y a une grosse communauté lusitanienne dans le Val-de-Marne, mon ami Yacine. Tu habites dans le Val-de-Marne. Voilà, si vous vous baladez dans le 94, vous pouvez rencontrer Yacine, dire ce que vous pensez de lui et lui dire surtout de cesser d'harceler ce pauvre Danilo qui est un très bon Yacine. Donc, J'ai entraîné à Lusitano Saint-Maur. Alors, tu sais, les Portugais, moi, je connais. oui, évidemment, on te taquine. Tu adores le Portugal. Tu en as fait l'éloge il y a quelques podcasts de ça. Tu nous avais parlé de ton amour pour ce formidable pays qu'est le Portugal. Voilà. Comme ça, on se met les Portugais dans la poche. Abonnez-vous au compte Twitter Paris United. Voilà, ça Et, c'est fait. et en plus, on vous aime tellement qu'on va vous mettre une grosse branlée au parc quand vous allez venir avec Benfica. Oh, ne parlons pas trop. Benfica. Je pense que Benfica, je sais pas bon, on en reparlera plus tard, Yacine, mais un mot. Aujourd'hui, on peut dire que c'est peut-être mieux que la Juve aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. Ouais. Voilà. Quand tu vois que t'as pas survolé la Juve. Ouais, c'est ça. Avant de parler du milieu de terrain, hein, je voulais qu'on dise un mot sur le duo Vitinha-Verratti qui était un petit peu en dessous que les matchs qu'ils font d'habitude. Alors c'est vrai qu'eux aussi étaient déjà au parc mardi dernier contre la Juve. Mais avant de parler du milieu, juste un petit mot sur Ramos, Yacine et Nico, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que depuis le début de saison, il n'exploite pas beaucoup. Une de ses grandes qualités, c'est le jeu long. Par exemple, hier, il fait une passe, il fait une vraie transversale sur Messi, il me semble. Je crois que c'était en première mi-temps. Mais je trouve alors, c'est peut-être une consigne. Moi, je trouve qu'il ne l'utilise pas assez, cet aspect de son jeu. Alors, peut-être que je me trompe, Yacine, je ne sais pas, mais je ne l'ai pas beaucoup vu depuis le début de saison, alors qu'on sait qu'il a une vraie qualité de passe. Le problème, c'est que. Alors, je crois que le renversement, c'est sur Bernat, parce que je crois que j'ai dans la tête. Ouais. Et. Mais en fait, le problème, c'est que déjà, avant, il exploitait son jeu long en tant qu'axial centre. Et là, il est axial droit. Donc, déjà, il faut aller chercher un peu plus loin. La deuxième chose, c'est qu'en fait, Paris joue déjà très haut et que
en fait, tu peux avoir du jeu long quand réellement t'emmènes un bloc d'un côté et que rapidement tu vas chercher de l'autre côté. Et en fait, il n'y a pas réellement de situation comme ça où le PSG a tiré complètement à bloc. Et par exemple, l'année dernière, il y avait des situations. On l'avait dit, Paris, des fois, était complètement à gauche et Hakimi tout seul à droite, etc. Cette année, il y a moins cette possibilité parce que déjà, Paris joue haut et il y a beaucoup de joueurs très hauts. Donc, du coup, bah, les défenses qui sont un peu regroupées, elles sont plus proches des deux joueurs de couloir pour pouvoir renverser rapidement. Maintenant, effectivement, quand il le fait, enfin, il a une vraie qualité. Et je voulais en parler moi aussi de Ramos rapidement parce que il y a deux choses qui m'intéressent depuis deux matchs et notamment depuis la Juve là. C'est sa façon d'être très haut, sa façon de venir. Alors, il a mis un super centre hier. C'est la seule occasion du premier quart d'heure. Il met un super centre en début et il est très très haut. Et hier, il a fini pratiquement allez, 4-5 situations dans la surface. Et je ne parle pas de coup de pied arrêté, je parle d'action. Et contre la Juve, il y a au moins 3 ou 4 fois où pareil, il finit les actions dans la surface. Et moi, ça m'intéressait parce que ça veut dire que aussi, déjà, il est vraiment en jambes, parce qu'il est capable d'y aller. Et que lui, il fait vraiment du bien sur ce rôle d'axial droit où il n'est pas juste défenseur axial, il avance, il fait avancer les autres et il pousse ses actions pour amener du surnombre. J'ai une action contre la Juve où Paris sont pratiquement 7 dans la surface. On a rarement vu autant de joueurs dans la surface. Donc voilà, et hier, pareil, hier, il a fait aussi beaucoup de montées, beaucoup de montées. Voilà, tu sens vraiment que, tu sais, tu sens le mec qui a une vraie expérience, c'est-à-dire que il joue à 3, il a d'abord un rôle défensif, mais à partir du moment où tu domines, à partir du moment où tu es haut, bah lui, il ne se met pas de limite. Il va pas se dire, oh, d'abord, moi, je dois couvrir Hakimi, et voilà, s'il faut y aller, il y va. Et je trouve ça hyper intéressant par rapport au rôle, justement, global des trois défenseurs action. Vous voulez dire un mot, Nico, sur Ramos? Bah, il fait du bien quand même, hein. Il fait du bien dans la lecture du jeu. Je vois passer quand même pas mal de critiques, bizarrement, cette saison déjà. Il est quand même pas mal critiqué, je trouve. Alors que moi, je trouve qu'il fait un début de saison très intéressant. Il apporte surtout une rigueur, il apporte une vraie rigueur, il apporte aussi. J'aimerais le voir parler plus. J'aimerais le voir. Toi, hier, je pensais que typiquement, lui filer le brassard, c'était quelque chose qui aurait eu un sens, même si je pense que il est loin dans la hiérarchie. T'as Mbappé avant, peut-être aujourd'hui. Enfin bref, mais ça c'est du détail. Mais ouais, il est intéressant parce qu'il replace tout le monde. Parce que, à mon avis, toi, quand tu changes le système cette année, tu travailles un nouveau schéma. Avoir un mec comme ça dans ta ligne défensive, c'est vraiment, je pense, pour Galtier, du bonheur parce que lui, les consignes, il les assimile tout de suite. Il donne des conseils aux autres. Voilà, c'est un élément fort. Et puis bon, bah, en plus, pour l'instant, c'est une très belle surprise parce que c'est vrai qu'après la saison atroce physique de l'an dernier, on avait tous pas mal d'inquiétudes. Là, pour l'instant, non seulement il enchaîne les matchs, mais comme le dit Yacine, il multiplie les courses. Il n'a pas l'air d'avoir de difficultés particulières. Et c'est une bonne chose parce que on l'avait dit l'an dernier, hein, un Sergio Ramos sur la pelouse à Madrid, ça se passe peut-être pas comme ça s'est passé l'an dernier. Donc c'est dans les grands matchs qu'on va l'attendre. Et pour l'instant, en tout cas, ce qu'il fait, c'est plutôt prometteur pour février-mars. Mais je suis d'accord avec toi, Nico, j'ai lu pas mal de critiques, mais pas forcément sur les réseaux, plus dans des émissions de foot, de débrief, où c'est vrai que j'ai pas compris. Certains disaient même qu'il était inutile. En fait, Ah, je pense qu'il y a un type de situation qui marque un peu les gens. C'est vrai que tu sens qu'il a plus ses jambes de 25 ans. Ah Donc, oui. non, mais ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, il est pris un peu de vitesse. Alors, ça saute aux yeux, entre guillemets, parce qu'en plus, Paris subit quand même cette saison, par rapport à la saison dernière, très peu de situations, d'occasions. Il joue haut, donc sur des contres, parfois, il est pris un peu dans son dos. Tu sens qu'il est un peu à l'arrache. D'ailleurs, il fait souvent un peu des fautes, on va dire intelligentes, mais voilà. Euh, et ça saute aux yeux. Mais en fait, le foot, c'est pas que ça. C'est-à-dire que déjà, il y a Marquinhos qui est en couverture. Et ensuite, si c'est juste ça, mais tout le reste, il le fait bien, on va se calmer sur les critiques, quoi. Non, mais c'est vrai que sur un joueur lancé, peut-être qu'il aurait un peu plus du mal. Par Oui. contre, quand c'est en un contre un en face à face, il laisse pas se retourner. Rarement, un attaquant peut se retourner devant Ramos. Mm. Il a toujours une épaule, un pied gauche, un pied droit pour stopper son adversaire direct. Il y Donc, oui. a. Ouais, excuse-moi, Mousse. En fait, alors, je sais, Yas va sûrement mieux répondre que moi, mais en fait, il y a beaucoup d'interrogations sur son placement axe droit. Mm. Il y a beaucoup qui pensent qu'il serait mieux axe centre.
et mettre Marquinhos à droite. Alors, je sais pas si dans une défense à 3, il vaut mieux avoir le mec le plus rapide au milieu des trois ou au contraire, peut-être le moins rapide. Je sais pas ce qui est mieux, toi, pour le coup, je n'ai pas une connaissance suffisante pour ça, mais Avant de répondre Yacine, moi, je pense que quand même, au milieu, moi, je trouve que c'est mieux parce qu'à droite, parfois, tu as des mecs qui sont super rapides et effectivement, il a très peu de chances de les rattraper. Alors que Marquinhos, voilà, je pense qu'il est quand même beaucoup plus rapide que Ramos. Et surtout, quand il a le jeu en face de lui, Ramos, moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Quand tu as la position centrale, tu as vraiment le jeu en face de toi. Tu as peut-être plus le temps d'anticiper certaines choses. Alors, peut-être que je dis des conneries. Moi, je ne suis pas coach. On va laisser Yacine. Non, mais en fait, je pense que le vrai problème pour moi, entre guillemets, c'est ce que demande Galtier à Marquinhos. Et je pense qu'il y a cette histoire d'être un peu parfois venir au milieu. On l'a vu sur plusieurs matchs avant. Alors, on le voit un peu moins là. Mais au début de saison où il venait s'intercaler des fois au milieu, il prenait même la place de Verratti. Il y avait une sorte de permutation. Je pense pas que Ramos soit aujourd'hui capable de faire ça par rapport à son côté athlétique, de multiplier, tu vois, les changements de poste comme ça. Maintenant, moi, je continue de penser que avec la vitesse de Marquinhos, qui a déjà en plus joué latéral droit, la lecture du jeu de Ramos, je pense que oui, Ramos dans l'axe et Marquinhos à droite, pour moi, c'est ce qui me semble le plus logique. Voilà. Maintenant, vu qu'en plus hier, avec l'absence de Marquinhos, Ramos est quand même resté à droite, c'est Danilo qui a joué dans l'axe. Je pense que l'affaire, elle est entendue. Ramos, il va jouer à droite et c'est réglé. Bon, le cas de Ramos est réglé. Un mot sur la déclaration de Hakimi en zone mixte. On lui a posé la question sur sa relation avec Léo Messi. Je ne sais pas si vous avez vu le passage sur Twitter où le journaliste lui demande clairement est-ce qu'il y a d'abord quelle est sa relation avec Messi, est-ce qu'ils s'entendent bien et surtout comment il le prend lorsqu'il fait un appel et que finalement Messi ne lui glisse pas le ballon. Lui répond très, je pense, tu me diras Yacine, mais je pense pareil, c'est très diplomatique en disant que en gros c'est s'il ne me passe pas le ballon, c'est qu'il y a un joueur mieux placé que moi. Voilà, je fais confiance à Léo. Voilà, en gros, il a voulu éteindre toute polémique. Euh, un mot là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Toya? Parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Et il est souvent oublié, l'ami Hakimi. Il en fait des appels. Hein. Il est très, très souvent. Et pourtant, on voit que Messi le voit. Et hop, il fait un demi-tour. Il repique dans l'axe. Je vais faire court. Je pense que malheureusement, il ne peut pas dire autre chose. Il ne va pas dire, ouais, ça commence à me saouler, je fais des appels, l'autre, il ne me calcule pas. Donc voilà, il dit, voilà, en gros, je lui fais confiance, ok. Il n'est pas obligé de jouer avec moi. Moi, je fais les appels. Voilà, il ne peut pas dire autre chose. Après, j'espère au moins que dans l'intimité du vestiaire, il lui dit de temps en temps, vas-y, arrête de me prendre pour un con, quoi. Moi, j'ai l'impression que Messi, tout ce qui est ex-madrilène, on sait qu'avec Ramos, c'est pas terrible, terrible. Enfin, moi, je vous le dis, hein, c'est pas un secret. Enfin, dans le milieu autour du PSG, tout le monde sait que Messi et Ramos, bon, ils se disent bonjour, ils se respectent, mais ça s'arrête là. Tu peux pas effacer, je sais pas, c'est combien, 15 ans de Pendant classique. 15 ans. Enfin, je ne vais même pas citer le nombre de Barça-Real, Real-Barça où il y a eu des accrochages entre Ramos et Messi. Il y en a eu plein. C'est un peu logique. D'ailleurs, beaucoup se demandaient ce qui se passait avec Paredes. Paredes et Ramos, ben voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est tout simple. Voilà, c'est très, très simple. J'en étais où, moi Milieu de terrain. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. On a fait Hakimi. Oui, oui, juste rapidement sur le milieu de terrain, Nico. Un peu moins performant que d'habitude, mais encore une fois, c'est un match de championnat entre deux matchs de Ligue des Champions, en sachant que Vitinha, il y avait un doute mardi dernier et finalement il a joué. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des deux milieux? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas un problème dès que. Alors, je sais que toi, Yacine, on a déjà parlé plusieurs fois, mais je vais poser la question à Nico, ce qui ne t'empêchera pas de répondre. Mais c'est vrai que quand Verratti sort, il sort à combien? Il est 65e. 60e. Ouais, 60e. Tiens, voilà, il fait une heure parce qu'il va jouer sans doute mercredi. Mais c'est vrai que dès que Verratti sort, Nico, pour les sorties de balles et même pour la construction du jeu, ça devient tout de suite compliqué. Donc, il va falloir vite mettre dans le bain les joueurs qui sont susceptibles de le remplacer, type Fabian Ruiz ou Renato Sanchez. Mais c'est vrai qu'à sa sortie, hier, déjà, on a encore pu constater que c'est toujours un peu compliqué quand Verratti sort, Nico. ouais, enfin, c'était compliqué aussi avant qu'il sorte hier. Franchement, là, hier, honnêtement, c'est pas le problème, il n'est pas au milieu, encore une fois. Hein. C'est que tu as les trois de devant qui sont
qui sont pas spécialement impliqués sur ce match, qui sont en train de gérer leurs efforts, et forcément, tu as moins de solutions, quoi. D'ailleurs, on disait en début de saison, c'est bien parce que maintenant, Verratti, Vitinha ressortent le ballon, ça permet aux trois de devant de rester plus haut et d'être plus décisif et moins dans l'embouteillage. Hier, tu as vu très souvent Neymar et Messi redescendre parce que c'était un match à la cool pour eux. Donc, moi, je trouve au contraire que la rentrée de Fabian Ruiz, la dernière demi-heure, elle est pas si mal que ça. Moi, j'ai trouvé un joueur plutôt intéressant, balle au pied, avec une belle qualité de passe devant lui, entre les lignes. Après, si tu n'as pas de solution de passe parce que les mecs de devant t'en proposent pas, bah oui, forcément, tu as des sorties de balles qui sont plus compliquées. Donc, encore une fois, je vais me répéter, mais le baromètre de cette équipe, c'est pas le milieu de terrain, c'est les trois de devant, quoi. Voilà, si t'as les trois de devant qui sont en mode minimum d'effort et puis pas trop se fatiguer, bah tu vas avoir ce genre de match qui passe largement, parce qu'encore hier, c'est pareil, hein, tu gagnes, t'en mets 3-4 hier, et c'est la même chose, parce que tu les as les occasions, hein. C'est ce qui a aussi changé par rapport à l'an dernier, quoi. À l'an dernier, les matchs de gestion, il se passait rien, parce que le seul éclair de la saison, c'était Mbappé. Là, sur des matchs comme hier, où il se passe pas grand-chose dans l'animation et dans les mouvements, tu as quand même des combinaisons, tu vois un moment Vitinha qui va frapper, tu l'as dit, tu as Ramos qui n'hésite pas à monter plusieurs fois. Tu as des combinaisons entre les trois de devant qui sont intéressantes. Donc, tu as quand même une variété de jeux et d'actions un peu plus intéressantes. Mais bon, voilà, on en revient toujours au même problème, c'est du football. C'est du football et si tu cours pas, bah, tout est plus difficile quand tu cours pas. Donc, c'est moins fluide. Là où je suis pas vraiment d'accord avec toi, quand tu parlais de 3 de devant, moi je pense on peut mettre Neymar à part parce que même hier encore, lui a fait plus que les deux autres. Il a fait des Oui, oui. repères, il a récupéré des ballons, on l'a vu, mais on l'a vu en défense repartir. Moi je trouve que Neymar, il est vraiment exemplaire depuis le début de saison. Alors, pourtant, Dieu sait que Nico et moi, et même Yacine, hein, on n'est pas des grands fans de Neymar, surtout la saison dernière parce qu'il n'en glandait pas une. Nico l'appelait la feignasse, c'était exactement ça. Cette année, c'est tout sauf une feignasse. Et encore hier, sur le trio offensif, c'est le meilleur. Il y a pas à dire, mais même dans l'attitude, dans le Ouais, jeu. mais toi, dans l'attitude hier, je trouve que justement, tu retrouves pas le Neymar du début de saison où il est ultra simple, ultra porté sur l'efficacité. Hier, il y a un petit peu plus de tendance à garder le ballon, à tenter des dribbles alors qu'il n'y a pas forcément besoin de le faire. Alors par contre, effectivement, hier, il s'énerve pas pour rien, il a un comportement qui est intéressant. Mais toi, au Mieux. niveau du jeu, il est aussi un peu plus en mode détente hier quand même. Toi, tu sens que c'était. Oui, mais en fait, c'est à l'image de l'équipe. Parce que, après, Neymar, c'est son jeu. Même quand il fait une partie où tu peux rien lui reprocher, il y aura toujours un moment, il va jouer un peu la baballe parce que voilà, pendant 90 minutes, il faut qu'il le fasse 5-10 minutes. C'est pas très, très grave quand c'est à petite dose. C'est pour ça que je disais, malgré tout, hier, tu ne peux pas lui reprocher grand-chose. Mais même le match d'avant, il avait un peu tricoté, etc. Mais sur l'ensemble du match, moi, je trouve qu'il a vraiment fluidifié son jeu. Il a retrouvé cette qualité de passe qu'on lui connaissait qui est exceptionnelle. Tu vas pas me dire le contraire, Yacine Amned. Du coup, on parle de Neymar ou des milieux? Ouais, non, mais en fait, oui, tu peux parler des milieux et après tu répondras sur Neymar parce que j'allais enchaîner parce que effectivement, il n'y avait pas grand-chose à dire. C'était juste pour dire que je trouvais, moi, que le milieu hier était un peu moins performant que sur les autres matchs. Donc, je pense qu'avec Nico, on était d'accord. Bah, je pense que déjà, il y a Vitinha, comme tu l'as dit, qui était incertain avant la Juve, qui joue finalement. Et là, tu le remets. Déjà, moi, je pense que ce choix, il est pas bon parce que c'est un joueur aussi qui arrive au club. Il a besoin de souffler et je pense que c'était peut-être un match pour le faire souffler. Alors, évidemment, ça a été compliqué parce qu'en plus, tu avais décidé au départ de faire souffler Verratti, mais comme Renato est blessé, bah voilà. Mais sur la sortie de Verratti, moi, je suis pas d'accord avec Nico, c'est que évidemment que ça change tout. Parce que déjà, juste la stat, Paris était à 63% de possession de balle jusqu'à la sortie de Verratti. Sur la dernière demi-heure, ils sont à 50-50. Voilà. Parce qu'il n'y a plus de sortie de balle. C'est le moment où Brest est dans le camp parisien. Alors, encore une fois, pas des occasions à tout va. Tu te dis pas, voilà, mais il y a le penalty, il y a des situations. Ils ont le ballon. Paris perd le ballon beaucoup plus rapidement. Évidemment que la sortie de Verratti, elle est encore une fois primordiale parce que c'est lui qui organise tout. Et d'ailleurs, après la Juve, je crois que c'est après la Juve, en conférence de presse, Galtier l'a bien dit, il va falloir trouver une alternative. Bah oui, il va falloir trouver une alternative parce qu'à chaque fois qu'il sort, si tu passes à une possession à 50-50, ça va être compliqué.
contre Brest. Donc voilà, après Vitinha a été un peu moins bien hier. Alors, toujours son activité, je l'ai trouvé, mais il était même moins bien techniquement. Il a raté. Projection vers l'avant, je trouvais moins, tu Ouais, vois, ouais, moins ouais, ouais, que les derniers matchs, en fait. ouais, il a pris moins de risques, il était moins juste techniquement. Voilà, je pense que quand même, malgré tout, Paris est en train d'enchaîner les matchs. Ça commence à peser. Et en plus, après un match de Ligue des Champions où tu as beaucoup couru, parce que lui, il a fait partie des joueurs qui avaient le plus couru mardi, tu es obligé enfin, à un moment donné, c'est pas des surhommes. Donc, oui, il y a de la fatigue. Et je pense que, voilà. Et là il a joué, il joue tout le match ou il sort. Non, il sort pas à la fin. Je sais même plus. Mais en tout cas, il joue plus de 85 minutes. J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. Parce que sur, il y a, oui, il y Il y a a un 5. dernier changement à la fin. Mais à la fin, c'est. Ah, j'ai un doute. Je ne l'ai pas noté. C'est pas grave, c'est pas très. Mais bref, voilà. Donc en tout cas, il joue, enfin, je crois qu'il joue tout le match hier. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Et évidemment, pour aller sur Neymar, depuis le début de saison, c'est lui qui permet pratiquement d'être très souvent à 3 au milieu et pas qu'à 2. Il vient travailler. Alors oui, hier, il a eu 4 ou 5 fois ce qu'on avait vu faire auparavant, c'est-à-dire prendre le ballon, mettre le bras sur le défenseur et garder le ballon avec la semelle. Genre, en gros, il y a faute, il n'y a pas faute, je garde le ballon, je ne le lâche pas. Oui, il l'a fait 4-5 fois hier, mais globalement, il a encore été bon, il a encore été juste. Son but, l'enchaînement, il est quand même exceptionnel. Voilà, il est dans le tempo. Et c'est pour ça que Galtier, on a parlé en conférence de presse, mais c'est pour ça que je pense qu'il sort en même temps, il sort Mbappé et Neymar, parce que au vu de la prestation de Neymar, en fait, tu peux pas le sortir là. Parce que si tu décides de sortir que Neymar là, enfin, le message, il est hyper négatif, tu vois, par rapport aux efforts qu'il fait, etc. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, enfin, voilà, je vais redire ce que je dis depuis maintenant un mois et demi. Ouais, dommage qu'on soit en 2022, mais c'est juste le Neymar qu'on aurait dû voir pendant 5 ans. Ouais, c'est assez. Ouais, enfin, on était d'accord là-dessus. C'est vrai que c'est assez frustrant de voir le niveau auquel il joue aujourd'hui. Avec 50 plus. Mais juste pour une question d'orgueil, parce qu'il a été vexé, que le PSG veuille se séparer de lui, que le PSG ait mis Mbappé au centre du projet. Bon, après, tant mieux, hein. Si l'orgueil, ça lui sert d'essence dans le moteur, nous on prend, il n'y a pas de problème. Et pour moi, hier, il ne méritait pas de tout sortir. Mm. Alors, c'est bien parce qu'il faut le préserver à la Ligue des Champions, mais moi, je n'aurais pas été choqué s'il avait juste sorti Mbappé, par exemple, parce que quand on connaît la relation technique entre Messi et Neymar, tu sais que si tu les laisses 90 minutes tous les deux, je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, mais ça peut planter encore un ou deux buts. Si tu comptes un peu sur la fatigue de l'adversaire, je pense qu'il y a moyen de planter sur Neymar, Nico. Ton ami Neymar. Non, mais Neymar, ouais, le Neymar, hier je regrette, je te dis, comme je te l'ai dit, qu'il soit un petit peu plus dans le dribble et un petit peu moins dans l'efficacité et la simplicité, mais malgré tout, c'est effectivement le meilleur offensif des trois et de loin. Euh, je vais vous redire ce que je vous ai dit lors du dernier podcast. Alors, je sais que ça fait longtemps parce que je suis pas souvent là en ce moment, mais moi, Neymar, je suis d'accord avec vous pour en parler au mois de mai. Et puis, quand on verra s'il a joué 50 ou 25 matchs avec le PSG, et puis voilà. Jusqu'à novembre, on verra ce Neymar-là, j'en suis complètement persuadé, sauf pépin physique évidemment. Et puis bah, après, il y aura la Coupe du Monde, les amis. Donc on verra en janvier. En janvier, il y a trois possibilités, hein. Soit on récupère un Neymar super revanchard parce que ça s'est pas bien passé pour le Brésil et puis il veut tout mettre avec le PSG. Soit on récupère un Neymar dépressif parce qu'ils se sont pris une grosse raclée et puis que bah, du coup il a plus le moral et il va nous faire 6 mois horribles. Soit on va récupérer un Neymar champion du monde, il va rentrer avec 8 kilos de trop et 25 grammes d'alcool dans le sang. Et il va falloir attendre 8 semaines avant qu'il retrouve un niveau physique acceptable. Voilà. C'est les trois possibilités. Donc on verra. Rendez-vous en janvier. Si le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, au retour de la Coupe du Monde, il y a quand même un gros objectif à aller chercher. J'y crois pas beaucoup. Mais ce que je te propose, Nicolas, c'est qu'en fin de saison, s'il fait une saison où il est irréprochable, il n'est pas blessé et il a des super stats et il nous fait des matchs de dingue, je te propose de mettre sur ta PP Twitter, hashtag le chemin du roi. Alors j'ai beaucoup mieux. On fera une petite cagnotte. On demandera à nos auditeurs fidèles de donner 1 ou 2 euros. Et avec les 15-20 euros qu'on récoltera, on fera un beau petit t-shirt J'aime Neymar et puis je ferai un podcast avec sans aucun problème.
Parce que sache que Yacine a déjà mis le hashtag chemin du roi sur son propre Twitter. Hein. Ça y est, lui, il a retourné sa veste. Il a surtout mis je suis Pochettino, je l'ai vu ça. Vous rigolerez moins quand Pochettino va retrouver un club et qu'il va gagner la Ligue des Champions dans 6 mois. Déjà, il a pas signé à Chelsea, on a eu de les bols. Ouais, grave. J'allais dire, a priori, c'est pas Chelsea. Donc ça va. Mais ouais, il finira bien par retrouver un club. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On va pas faire tous les joueurs de toute façon parce que un mot sur Mbappé, il n'a pas été. Enfin, voilà, j'ai pas trouvé extraordinaire. Messi, je trouvais mieux qu'Mbappé déjà, un peu mieux, mais pas ouf non plus. Mais bon, voilà, on l'a dit, c'est un match entre deux matchs de Ligue des Champions, un match de championnat. La victoire est au bout. Mais tu vois, j'ai un petit mot à dire sur un joueur. Juste un truc là-dessus. En fait, c'est très bizarre le foot parce que tu as l'impression que les joueurs n'accepteraient pas d'être sur le banc, mais en même temps, ils vont sur le terrain, ils en ont rien à foutre. Donc, tu vois ce que, non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, au moins, si tu me dis, moi, je veux jouer tous les matchs, enfin, je voulais vraiment. Si c'est pour aller te balader sur le terrain, bah, laisse un autre mec et puis va t'asseoir sur le banc tranquillement. Et même à la limite, tu sais quoi, prends une journée, pose un RTT. Et puis, non, mais tu vois, je caricature, mais j'ai jamais compris ce truc du footballeur qui ils vont jouer des matchs, t'as l'impression. Non, t'as pas l'impression, tu le vois, qu'aujourd'hui, ils en ont rien à foutre. Mais si tu les mets sur le banc, ils feraient la gueule. Mais à un moment donné, si t'en as rien à foutre, tu vois, c'est bizarre. Moi, j'ai une théorie là-dessus avant de te laisser parler, Nico. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais est-ce que, par exemple, si le match avait été à Brest, à l'extérieur, un petit stade, etc., avec un mauvais temps, Il faisait pas beau hier. Hein. est-ce que vous ne pensez pas que Galtier aurait pu peut-être se priver des mecs, mais, enfin, les laisser même à Paris, hein, c'est-à-dire que tu viens avec une équipe B et tu joues à l'extérieur, tu donnes du temps de jeu à Ekitike, ou pour vous, ça aurait été pareil, ça aurait été la même chose? Ouais. Ouais, puis ça, c'est des mecs qui ils font la gueule quand ils jouent pas parce que les stats, malgré tout, c'est super important pour eux, quoi. Un mec comme Mbappé, aujourd'hui, il est en chasse d'un ballon d'or. S'il réalise une grande Coupe du Monde et que derrière, il marque 4 buts en championnat, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est les stats. Tu sais, ces mecs-là, ils veulent pas sortir, c'est à cause de ça. Mais en parallèle de ça, évidemment qu'ils sont pas motivés par un match contre Brest. Ils ont joué la Juve il y a 4 jours dans une ambiance Ligue des Champions. Là, ils savent qu'ils partent en Israël pour un autre match de Ligue des Champions. Avant ça, ils jouent Brest. Qu'est-ce que tu veux que les mecs soient motivés? Mais c'est un vrai problème quelque part. Et c'est là où Galtier s'il veut effectivement insuffler un nouvel esprit à cette équipe, il y a besoin, à mon avis, d'avoir une rotation plus large. Mais ils feront la gueule, hein, c'est sûr, tu as raison de le dire. Hein, ils feront évidemment la gueule. Et juste un mot sur Bernat, parce qu'on n'en parle pas souvent de Bernat parce qu'il joue pas beaucoup. J'ai trouvé très bon Bernat. Et encore une fois, moi, j'aimerais bien avoir un mix. Le joueur parfait pour moi aujourd'hui, c'est le physique de Nuno Mendes, mais l'intelligence d'appel et de passe d'un Bernat. Parce que hier, un joueur qui n'a pas beaucoup de rythme non plus, parce qu'il n'a pas un gros temps de jeu, mais je trouve que sur ce couloir gauche, il a un vrai apport. Et autant à droite, si tu blesses Hakimi, je trouve que tu es un petit peu démuni cette saison. Autant à gauche, avec les deux qu'on a, on est quand même bien, quoi. Je suis quand même déçu de ce que tu viens de dire, Nico. Franchement, je suis déçu. Non, je parle pas des Hollandais, si c'est ça à quoi tu penses? Ouais, moi, il y a même pas. Tu dis, il y a un mix entre Bernat et Mendes, et même pas 10% pour Michel Baker, Michel Le Ah Boulanger. non, mais il est consulat. Il est pas là, Baker. Je vais pas te dire que c'est. Quand même, quand même, quand même. Non, la déception, c'est que Campos n'ait pas fait jouer la clause de rachat. Ça, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Tu l'entends, Yacine? Alors, on est prêt à mettre 80 millions sur un Slovène de l'Inter qui a quasiment plus de contrat et le futur grand espoir du poste, on n'est pas capable de mettre 12 millions. Campos démission, les mecs. Je le dis, moi. Est-ce qu'on a fait le tour, messieurs, avant qu'on passe au dernier sujet? Alors, je vais vous le dire tout de suite. Aucun d'entre nous, aucun des trois que vous voyez sur votre écran, ne connaît le championnat israélien. Donc, nous, on ne va pas parler du Maccabi Haïfa parce qu'on ne connaît pas. Donc, si on ne connaît pas l'adversaire, c'est difficile d'en parler. En revanche, on débriefera le match jeudi et comme ça, au moins, on aura une idée. Parce que je ne vous cache pas qu'aucun de nous n'a été voir ce que ça a donné le Benfica Maccabi Haïfa. Victoire 2-0 du Benfica, mais on va le dire clairement, on n'avait pas que ça à faire. Donc, autant débriefer un match qu'on aura vu. PSG. Et je vous propose, monsieur, vu qu'on ne peut pas parler de la rencontre face à Haïfa, on a 5 minutes pour clôturer ce podcast et on va se pencher sur un prochain match de championnat qui est pour moi très intéressant.
c'est le déplacement du PSG à Lyon, messieurs. Et moi, je voudrais ça. Enfin, je pense que vous avez vu, même si vous n'avez pas vu des matchs entiers, vous avez vu un peu des résumés des Lyonnais. C'est un peu mi-figue, mi-raisin, Yacine, cette année. Lyon, ils ont malgré tout gardé leur entraîneur, hein, Peter Bosz. Il y a eu un recrutement conséquent, il y a eu pas mal d'arrivées. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe, Yass? Et selon toi, est-ce que Paris peut craindre quelque chose au Parc OL dimanche prochain? Bah, là encore, on va se retrouver après un match de Ligue des Champions pour les deux équipes. Ah non, Lyon ne font pas de Coupe d'Europe. Moi, je déconne. C'était gratuit. Non, Lyon, ils ont toute la semaine pour préparer le match. Non, mais déjà, bon, tu vas te retrouver. Et là, Regarde, Yacine, est-ce que tu peux rappeler comment l'équipe joue, dans quel système rapidement? ouais, alors, juste le truc, c'est que déjà, tu te retrouves après un match de Ligue des Champions, mais par contre, c'est Lyon. C'est pas Brest. Donc, Oui, malgré tout, c'est un avantage. Et en plus, ce sera le dernier match avant la trêve internationale. c'est Je te ça. rappelle. Parce qu'après, il y a 15 jours de galère. Lyon, en fait, Lyon, je pensais, moi, cette année, en début de saison, j'avais vu certaines choses. Je pensais qu'il y avait un peu de renouveau. Finalement, je crois que ça n'a pas duré longtemps et je crois que je ne vais pas donner cher de la peau de Peter Bosz sur la saison. Voilà, il y a des choix très bizarres. Thiago Mendes qui joue en défense. Ah, c'est pas terrible. Tu as le retour de Tolisso au milieu avec Cacré. Voilà. Tu as des joueurs à Lyon, encore une fois, qui sont capables sur un match de te sortir quelque chose. Mais, euh, mais cette équipe, honnêtement, je vais être peut-être dur, mais le PSG, avec l'état d'esprit du début de saison, moi, je vais regarder le match en tongue, hein. Sans pression, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Lyon, non, mais voilà, quoi. Lyon, défensivement, il y a des grosses lacunes. Devant, c'est pas impressionnant. Voilà, dans la maîtrise au milieu, L'attaque, c'est Lacazette, Toko Ekambi, et c'est qui le troisième larron du coup? Tété, Pépé, hein? Tété. Tété, Ouais. ouais. Tête. Tête. Tété, Néné, c'est pareil. Mais, euh, mais voilà, c'est des bons joueurs, attention, hein. Et encore une fois, qui sont capables sur un match d'élever le niveau parce que c'est Paris, parce qu'en plus, je le dis en rigolant, mais ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette année, donc c'est un peu leur gros match de la saison. Donc ils sont capables d'élever le niveau. Au milieu, il y a quand même des très bons joueurs. Cacré, c'est un bon joueur. Tolisso, c'est un bon joueur. Voilà, tu as de quoi faire. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne prend pas. Il y a une équipe, moi, je ne sais pas. Moi, Peter Bosz, je l'ai longtemps suivi en Allemagne, etc. Tu vois, c'est un entraîneur qui m'intéressait. C'est un entraîneur qui parle football. Mais je trouve que ce qu'il me propose depuis 14 mois, 15 mois qu'il est à Lyon, il y a les discours, c'est bien beau, mais moi, je vois rien. Je vois une équipe vite coupée en deux. Je vois une équipe qui n'a pas réellement de principe de jeu. Je vois une équipe qui. C'est ce qu'il propose ou c'est la compréhension des joueurs ou la non-compréhension des joueurs de ce que demande Bosz? Parce que souvent, les entraîneurs étrangers, quand ils viennent en France, ils arrivent avec une façon de jouer. Je vois des entraîneurs allemands, des entraîneurs belges, des Pays-Bas, et puis ils sont confrontés à la mentalité des joueurs français. Hmm. Voilà, on sait très bien que voilà, c'est pas à l'entraînement, ils n'ont pas à 100%. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, non, mais ça, C'est pas ça. c'est vrai. Moi, j'ai pas la réponse parce que effectivement, ça correspond pas au discours qu'il a et à ce qu'on connaît de lui. Après, il n'a pas non plus eu des résultats exceptionnels en Allemagne, hein. C'est un bon entraîneur, reconnu et tout. C'est pas non plus un cador, hein. Il y a Mais, l'Ajax aussi. ouais, ouais, aussi, ouais. Mais en fait, tu vois, par exemple, tu vois, en début de saison à Nice, il y a des joueurs apparemment qui se sont plaints que les séances de Favre étaient trop longues. Tu vois? Bah oui, lui aussi, il a vécu ça au début quand il est arrivé. Son discours, il n'est pas tout de suite passé. Voilà, c'est bizarre. Moi, je vois pas une équipe, par exemple, qui a envie de défendre très haut en avançant. Je vois pas une équipe qui non plus joue bas le contre. Voilà, j'ai une équipe entre deux. Des fois, ils ont un peu de possession parce qu'ils ont la qualité. Mais souvent, c'est quelque chose de décousu, tu vois. Même leur victoire la semaine dernière contre Angers, elle se décante sur plus des erreurs défensives d'Angers que sur une maîtrise lyonnaise qui fait qu'à un moment donné, Angers craque, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis si le PSG décide de respecter le jeu, d'être dans l'état d'esprit, pour moi, ce match, il n'y a pas photo. Nico, toi qui as plein d'amis lyonnais sur Twitter, tu as aussi l'ami des Marseillais d'ailleurs, c'est autre chose, on en parlera. Cette équipe de Lyon, comment tu la trouves? Est-ce que tu as pu déjà voir un peu quelques résumés de matchs, quelques matchs de Lyon? On parle souvent de leur irrégularité et beaucoup de temps faible, il me semble, pendant les matchs. Alors non, j'ai pas encore vu de match de Lyon cette saison. Ah si, j'en ai vu un. J'en ai vu un de match. J'ai pas été souvent là, moi, hein. Tu m'as gentiment rappelé, donc
J'ai vu un match de Lyon. Qu'est-ce que j'ai vu comme match de Lyon? Je me souviens plus, mais j'ai vu un match, ouais. J'avais été assez déçu du niveau de jeu. J'avais vu ça. Bah, le match fin août, début septembre, là, j'ai vu un match. Donc, moi, Lyon, j'aime bien cette équipe. Enfin, j'aimais bien cette équipe de Lyon à une époque. Je trouvais que c'était une équipe qui avait toujours je sais pas, il y a un style qui me plaisait. Il y avait quelque chose qui me, voilà, c'est une équipe qui me donnait du plaisir à regarder. Là, c'est vrai que depuis un petit moment, ça a basculé du mauvais côté. La saison dernière a été très compliquée pour eux. Je pensais également que cet été, ça allait vraiment être une grosse révolution et que ça allait être le gros concurrent du PSG cette saison. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que bah, effectivement, il y a un bon début de championnat en termes de points malgré la défaite à Lorient la semaine dernière, mais ils ont joué que des petites équipes. Donc, Ils n'ont pas encore rencontré de gros cadors, ah hein. oui, il y a eu un calendrier ultra favorable. Donc, on va déjà voir ce soir contre Monaco ce que ça donne. Ça va être intéressant. Mais comme le dit Yacine, c'est une équipe où il y a beaucoup de qualité. Là, ils jouent quasiment pas cette saison, mais tu as Aouar, t'as Reine Adélaïde que moi j'aime beaucoup, qui a bon, quand même une blessure. T'as Fèvre qui joue quasiment plus là, alors qu'ils l'ont acheté l'hiver dernier. T'as Dembélé qui pareil, ils ont essayé de le vendre tout l'été, du coup il joue quasiment plus. T'as quand même des bons joueurs dans cette équipe, donc t'as quand même le sentiment que si ça se met un jour si le déclic se met en route, ça peut être une très belle équipe. Maintenant, c'est vrai que depuis 18 mois, enfin non, un peu moins de 18 mois maintenant, mais c'est vrai que Boz, il a beaucoup de mal justement à trouver la bonne formule. Après, moi, je ne serais pas en ton contrairement à Yacine, parce que c'est une équipe qui nous pose toujours des problèmes quand on va jouer contre eux, que ce soit au parc ou chez eux. Donc, non, moi, je pense que ce sera un déplacement assez compliqué. Maintenant, oui, c'est évident que si le PSG joue à son meilleur niveau, le PSG doit gagner. Peut-être pas en tongs, je me mettrais peut-être en claquettes chaussettes pour faire plaisir à Yacine, mais pas en tongs. Parce que ça me fait mal entre les pieds les tongs, moi. Mais oui, 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 évidemment que tu dois les battre. Mais ce ne sera pas si simple que ça parce que c'est le genre de match où ils vont effectivement, ils vont avoir les deux matchs contre Marseille, les deux matchs contre Paris cette saison. Voilà, ça va être quasiment leurs quatre gros matchs de la saison sur lesquels ils ne vont pas se louper, au moins en termes d'implication. Il y Donc, a Rennes aussi, parce que je pense qu'ils ont une revanche à prendre contre Genesio, le Rennes de Genesio, surtout par rapport à la saison dernière où ils avaient pris une branlée, il me semble, à domicile. Je ne sais pas si c'est ça ou à l'extérieur, mais il me semble que c'était même. Il y avait des fêtes à Lyon, Yacine, la saison dernière pour le retour de Genesio à Lyon, non? C'est pas Ouais, ça? je me rappelle plus. Il me semble, on revérifiera. En plus, ils ont plus le derby. tout le derby. Et tu l'as dit, Yacine, hein, ils ont pas de Coupe d'Europe cette saison. Et la particularité, c'est aussi Paris se déplace. Il y a 5-6 heures de vol, il me semble, jusqu'à IFA. Retour tard ou petit matin, bon, ça va être ça. Ils vont partir dans la nuit, ils vont arriver au petit matin, jeudi matin. Je pense qu'il y aura sans doute un jour de repos jeudi, reprise de l'entraînement. Ils auront 2 jours et demi, même pas 2 jours, parce qu'après tu dois t'en aller dimanche matin pour Lyon. Est-ce que ça peut gêner le fait que ça se joue aussi loin, Yacine, ou pas forcément? Non, pas à ce moment-là de la saison, en tout cas. Ah, Voilà, c'est pour ça aussi que Galtier doit gérer, tu vois. Et tu peux pas faire faire jouer les. Enfin, tu peux pas. Je débattais avec quelqu'un hier et en fait, quand tu regardes l'année où Liverpool gagne la Ligue des Champions et même l'année où il est en finale, Klopp il fait pratiquement la saison avec 13-14 joueurs. Et il n'y a que Origi qui apparaît à partir des quarts de finale parce qu'il y a des blessés. Mais il fait la saison avec la même équipe. Donc, en fait, si tu peux. Le seul truc, c'est ce que je disais, enfin, ce qu'on a dit même au début, c'est euh, si tu joues avec la même équipe tout le temps, il faudra pas attendre grand-chose des remplaçants. Voilà. Ce sera en fait, en gros, ils seront là. Et puis, si ça se passe bien, c'est bien. Sinon, tant pis, quoi. ok, bah après, tu l'as dit, ça reste un match important, Lyon. Donc, moi, j'ai des doutes sur le gros turnover. On verra. Ah, moi, je pense que la semaine, là, l'équipe, ça va être la même les deux fois à aller. Surtout que, comme tu l'as dit, après, il y a la trêve, il n'y a pas forcément besoin de faire tourner à ce moment-là, quand tu sais que voilà, tu auras à disposition très peu de joueurs, parce qu'il y a beaucoup d'internationaux qui vont partir. Mais moi, je pense que oui, ce sera sensiblement À la. un ou deux joueurs près, ça va être la même équipe. Voilà, exactement. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter, Nicolas, avant que nous clôturions ce podcast? Parce qu'il me semble que tu avais fait une promesse la dernière fois qu'on s'était vu ici. Et il serait temps d'honorer cette promesse. Donc, moi, je Allez, t'ai prendre ton bâton de pèlerin et te rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle, car Luis Campos a réussi à se débarrasser de Mauro Icardi. c'est vrai. Il J'avais nous oublié. montre sur Twitter en train de brûler un cierge dans une église.
Voilà. J'ai pas dit, j'ai dit ça? Non, j'ai dit que je vous ai dit, je vous accompagnais à la Mecque. Donc, vas-y, organise le voyage. Non, laisse tomber, ça coûte un bras. Bon, bah, écoute. Non, non, ouais, écoute, c'est vrai que j'avais dit que, genre, bon, je vais peut-être pas tout de suite me convertir, mais en tout cas, ça donne quand même des doutes sur l'existence ou non d'une force au-dessus de nous. Parce que là, un homme seul ne peut pas réaliser pareil exploit d'avoir vendu autant de mecs. Et, Exact. alors, il y a je sais plus, j'avais promis de le citer, mais j'ai oublié son nom. Je m'en excuse, mais j'ai quelqu'un sur Twitter qui m'a envoyé un magnifique montage où tu vois dans leur nouvelle couleur, tu as Kerrer, Draxler, Ah oui, oui. Kurzawa et puis Icardi là. Donc c'est magnifique. Je pense que je vais l'agrandir, l'imprimer et le mettre au-dessus de de ma télé là, parce que ne jamais oublier. Tout Après, peut attention, arriver. il y en a deux qui peuvent revenir quand même l'année prochaine. Ouais, c'est sûr qu'ils vont revenir, mais bon, écoute, en attendant, hein, c'est Ça, fort. Nico, hein, il l'envoie à Galatasaray en Turquie, un pays musulman. C'est un signe, ça. Il y a quelque chose. On est pas loin de la conversion. Mousse qui a quand même dit dans le dernier podcast que j'ai fait avec lui qu'il n'y croyait pas du tout à la piste turque parce que c'était pas du tout le genre de profil que les Turcs prendraient. Bien vu, Mousse. Non, 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 il faut être honnête. J'ai dit que, quoi qu'il arrive, je ne pense pas que le Galatasaray lèvera une quelconque option d'achat parce qu'ils ne mettent jamais plus de. Allez, s'ils mettent 10 millions dans un transfert, c'est déjà énorme. Par contre, un profil libre, s'il était libre, je dis pas, mais il aurait jamais eu les 10 millions par saison qu'il a au PSG. Ça, c'est impossible. On a appris à peu près le partage du salaire. Hein. C'est ridicule. Je crois que le Galatasaray, mais, ils prennent combien sur les 10 millions? Je crois qu'ils prennent même 750 000, je crois. C'est 700 ça. euros à l'année. C'est incroyable, tu vois. Il est au SMIC. En fait, ils lui ont payé le billet d'avion, ils ont payé le billet d'avion, quoi. Et le déménagement. Et le déménagement. Peut-être qu'ils ont loué une petite villa, c'est possible. Et tout Et, le reste, c'est pour notre pomme. et un abonnement au meilleur comment on appelle ça déjà, kebab de la ville d'Istanbul. Ah, franchement, en tout cas, s'il aime la viande et les grillades, il va se régaler parce que la Turquie, c'est le festival. On va le récupérer avec 15 kilos en trop, on va avoir flou, hein, les gars, moi, je vous le dis. Hein. Bon, en tout cas, c'était bien sympa, messieurs. Hein. Petit podcast en cette fin d'après-midi de dimanche. Merci beaucoup, Nico, qui revient de Bangkok, qui est très fatigué et qui a quand même tenu sa parole. Il est là, Nico. Donc voilà. Et il sera là dans les prochains podcasts. Est-ce que tu seras là jeudi? Est-ce qu'on peut annoncer ta présence déjà jeudi prochain? Parce que je sais que le jeudi, c'est compliqué pour toi. Il y a un petit bémol, ouais. Si c'est le matin, ça peut peut-être le faire. Voilà, vous l'avez entendu, hein, les fanboys de Nico. Hein. Il sera là. Hein, donc, ne m'envoyez pas de message, les gars. Jeudi, tu sais que voilà, si ça sonne à la boutique, il faut que j'aille ouvrir. Donc, je suis là, mais je peux disparaître. Ouais, c'est ça, c'est ça. Yas, merci beaucoup. Merci d'avoir été Merci à tous. avec nous. Et puis, comme je le disais, on se retrouvera jeudi matin pour le débrief du match face à IFA. Et une dernière chose, hein. Juste féliciter Yacine pour sa minute coach, j'ai trouvé incroyable. Et surtout, avec les nouveaux montages, avec les éclairages, c'est incroyable, Yacine. Moi, je l'ai vu à l'époque de Canal+, et la palette à Doudous. Tu vois. Donc, hein, c'est très intéressant. C'est la première mi-temps de PSG Juve, le débrief tactique de coach Yacine. Et puis, je crois qu'elle arrivera un peu avant le match contre Haïfa. Vous aurez la deuxième mi-temps parce que c'est quand même beaucoup de travail. Donc voilà. Bravo, Yass. Merci. Et puis, on se dit à jeudi. Ciao. Ciao.